Je vous souhaite de manière un peu plus formelle une très cordiale bienvenue à ce Meet and Connect aujourd'hui avec Pascal Wolfson-Lugel qui nous a fait le plaisir et l'amitié de nous rejoindre et de préparer une intervention sur une thématique qui a été beaucoup d'actualité ces 2 dernières années, c'est le pilotage en période de crise. Donc merci déjà Pascal pour toute la préparation que tu as opérée pour nous présenter ce sujet ce soir. Peut-être vous rappeler le principe de ces Meet and Connect. Les Meet and Connect, c'est des sessions en petits groupes, donc on limite volontairement le nombre de participants à 20 personnes. On devrait être 20 si tout va bien. En tout cas, on avait 20 personnes qui étaient enregistrées pour ce soir. Il y a parfois un petit peu de no-show, ça peut arriver. Et le principe, c'est que l'intervenant ce soir, Pascal, va faire une présentation d'environ 20-25 minutes. Et puis ensuite, on garde environ 40 minutes pour 35-40 minutes pour les questions-réponses, pour une discussion ouverte. Donc, ce qu'on vous engage à faire, c'est de laisser votre caméra ouverte, ce que vous avez tous fait, je crois, pour le moment, ou presque, et de couper le micro pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Mais le fait d'avoir la caméra ouverte, c'est plus agréable aussi pour l'intervenant, pour vous voir. Si vous voulez poser des questions au cours de la présentation, vous pouvez le faire avec la chatbox QR qui est soit en bas, soit en haut de votre écran. Mais sinon, l'idée, c'est plutôt qu'on pose les questions et qu'on échange à l'issue de la présentation. Donc voilà, ça va nous emmener maintenant la présentation gentiment jusqu'à 18h30. Et puis après, on se laisse jusqu'à 19h pour cette phase d'échange entre nous et avec l'intervenant. Intervenant dont je vais dire quelques mots très rapidement. Pascal Wolfson-Lugel, tu es alsacien, tu es pharmacien au bénéfice d'un MBA, tu as une expertise en développement de centres de profit et on peut dire que tu es un pur produit Pierre Fabre quasiment parce que c'est une entreprise dans laquelle tu œuvres depuis 1994-1994. Tu es également engagé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, donc chez nous, au sein du conseil d'administration, mais aussi dans la délégation suisse alémanique, et plus particulièrement à Bâle, où nous avons un bureau et où toi aussi tu es présent. Tu es également conseiller du commerce extérieur de la France et plus singulier, tu es également au bénéfice d'un diplôme de directeur d'orchestre. Tu nous en diras peut-être un petit peu plus tout à l'heure lors des échanges. Voilà en quelques mots pour te présenter. Et sans plus attendre, je vais te laisser la parole pour la présentation sur la thématique du pilotage en période de crise. Encore merci d'être avec nous. Eh bien, merci Romain pour cette introduction. À mon tour, je souhaite saluer l'ensemble des participants. Et je suis notamment ravi de découvrir au sein de l'audience des personnes avec lesquelles les derniers contacts remontent il y a plusieurs années. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger un peu tout à l'heure. En ce qui concerne le sujet, le pilotage en temps de crise, j'ai prévu 5 points. Le premier, c'est tout d'abord passer très rapidement sur la présentation du groupe Pierre Fabre, mais que la plupart d'entre vous connaissent. Sur l'organisation de la gestion de crise, de quelle crise parlons-nous? Enfin, un exemple concret sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur la zone d'art. Et je vais terminer par les facteurs clés du pilotage, certains facteurs clés de pilotage en temps de crise. Concernant le groupe Pierre Fabre, c'est un groupe créé par Monsieur Pierre Fabre dans les années 1960. Vous voyez en bas à droite, à gauche, pardon, on a la pharmacie avec laquelle l'aventure a démarré. Elle existe toujours, elle est à place Jean Jaurès, à Castres, et donc rénovée plusieurs fois. Mais tout a commencé à ce niveau-là. Et c'est donc Monsieur Pierre Fabre a légué l'entreprise à une société, une fondation d'utilité publique. Cette fondation d'utilité publique, elle détient 86% des actions de Pierre Fabre. Un peu moins de 10%, c'est de l'actionnariat salarial. Et enfin, il y a 5% d'actions autocontrôlées qui permet justement, c'est la valeur d'ajustement concernant l'actionnariat salarial. En termes de mission, la mission principale, c'est notamment l'accès
aux pays émergents de soins et de traitements médicamenteux, et notamment ceux d'usage courant. Et en termes d'axes d'intervention, il y en a 5. C'est l'accès aux soins de qualité. Nous intervenons notamment sur des programmes de lutte contre la falsification de médicaments. L'information des professionnels du médicament, nous avons par exemple contribué au diplôme, de créer le diplôme des sciences pharmaceutiques ou de pharmacien au Vietnam. La lutte contre la drépanocytose, c'est la première maladie génétique au monde, 300 000 nouveau-nés par an, avec des formes graves. C'est donc une maladie génétique, notamment liée à l'hémoglobine. Et plus de la moitié donc, de ces nouveau-nés n'arrivent pas à atteindre l'âge des 5 ans. En termes de dermatologie, nous intervenons sur des programmes de dermatologie tropicale, mais aussi sur l'albinisme au Mali. Donc, la dermatologie qui n'a rien à voir avec notre propre recherche en dermatologie, et des programmes d'e-santé, où nous intervenons sur des programmes nous soutenons des programmes de télémédecine, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, 20 ans d'engagement, elle a été créée en 99, donc même un peu plus de 20 ans, et sur ces 5 axes que je viens de préciter. En termes d'activité, c'est un groupe qui est fait 2,5 milliards d'euros, quasiment un 50-50 sur l'activité médicale, médicaments, et un 50% sur la partie dermocosmétique. Et une activité à l'international qui est 70-30, donc 70 à l'international, 30% au niveau de la France. Donc, pour la France est encore très important. Plus de 10 000 collaborateurs, ou près de 10 000 collaborateurs, et sur 31 filiales. Les produits, c'est des produits, vous allez dans une pharmacie en Suisse, sur la zone d'art, ou en France, vous allez retrouver les produits de dermocosmétiques tels que Aven, Ducré, Aderma, René Furterer ou Chlorane, pour ne citer que ceux-ci. Et sur la partie médicaments, nous sommes surtout sur l'axe oncologie, dans des indications telles que le cancer du sein, le cancer du poumon, le mélanome à stade avancé, le colorectal et le cancer de la vessie. Et l'autre axe, c'est la dermatologie donc médicamenteuse, avec des indications variées. 2 axes, l'oncologie et la dermatologie. J'en viens sur l'organisation de la gestion de crise chez Pierre Fabre. Nous sommes organisés notamment en termes de gestion de crise par une cellule de crise qui est à mettre en place, notamment au niveau de la filiale, avec un coordinateur de crise. De créer et maintenir une adresse électronique avec les membres de la cellule de crise. Il y a un guide spécifique sur notamment sur les inspections inattendues, et sur le processus et le suivi des crises. Pour chaque type de crise, il y a un processus bien défini. Alors, je vais vous éviter le comité qui est à construire sur la gestion de crise. J'en reviendrai d'une manière un peu plus concrète lorsque nous aborderons comment se passe la gestion de crise au niveau local. Mais il y a effectivement le general manager, un avocat, coordinateur de crise, comme je viens de le préciser, la communication, le service médical, le responsable des finances, le market access, les ressources humaines, la réglementation, la sécurité, la pharmacovigilance, et enfin l'agent de conformité et de qualité. Donc c'est une cellule de crise assez étoffée, telle que c'est défini. Et en termes de responsabilité, la cellule de crise, c'est notamment d'analyser les crises, de concevoir un plan d'intervention qui est basé sur la contribution fonctionnelle des différents membres, d'assurer le suivi du plan d'intervention jusqu'à son achèvement, et enfin la cellule de crise de la branche, donc au niveau corporate, qui peut fournir des conseils d'orientation à la cellule de gestion au niveau de la filiale. Le rôle du coordonnateur de crise, c'est notamment choisi par mes employés expérimentés, ça va de soi, et aussi selon les expertises données. C'est lui qui informe le CIO, c'est le Crisis Risk Officer, donc au niveau de la branche. Et l'objectif, c'est de rester très factuel sur l'ensemble des courriels et des communications verbales. Un avocat qui est nommé pour les aspects notamment sur les risques juridiques. Et enfin, un responsable de la communication, tant interne et externe. J'en reviendrai sur ce sujet plus tard.
Quels sont les types de crises qui sont prévus dans dans cette gestion de crise ou pour anticiper ces crises? C'est notamment la crise des médias, notamment au niveau social media, quand ce soit de la désinformation, les plaintes des concurrents, les inspections inattendues des autorités, en termes d'accès, que ce soit d'out of stock, où on n'arrive pas à délivrer les médicaments, notamment les médicaments qui sont d'usage essentiel, et enfin d'autres événements significatifs comme par exemple la pandémie. Donc voilà les 5 types de crises qui sont couverts par nos process. Et là, je vais rentrer plus sur l'aspect opérationnel et qu'est-ce qui nous a vraiment touché sur la zone d'art, sur l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. On a dû faire face en fait à une triple crise. Premièrement, la pandémie du Covid-19, et je vais prendre cette crise comme exemple. On a subi donc une année plus tard, en mars 2021, une cyberattaque, et ça a été assez dramatique puisque ça a duré jusqu'à fin de l'année 2021. Donc là aussi, constitution d'une cellule de crise. Et enfin, on a été confronté à une rupture de stock, notamment sur des produits essentiels, notamment en oncologie. Et si vous arrêtez un traitement chez un patient qui est à un stade avancé sur certains cancers, il va mourir. Donc, pour nous, c'était obligatoire de trouver des solutions pour pouvoir assurer la continuité de ces traitements. Vous imaginez bien qu'il y a eu ces trois crises qui n'ont pas facilité notre activité au niveau local. Mais peut-être avant de rentrer sur l'aspect de l'impact de la pandémie, je voudrais juste revenir sur une autre crise qui nous touche, qui est venue se surajouter sur cette problématique. C'est notamment le conflit Russie-Ukraine, dans lequel Pierre Fabre est notamment impliqué pour faire parvenir des produits de santé, des médicaments aux personnes déplacées, notamment aux personnes déplacées et réfugiées. Et nous intervenons notamment pour ce qui concerne les médicaments via l'association humanitaire Tulip. C'est une association qui a été créée en 82, qui possède un statut d'établissement pharmaceutique et qui permet de gérer l'envoi de médicaments et de dispositifs médicaux, notamment aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés. Et depuis le début de la crise, donc Tulip a expédié 4 tonnes de médicaments et de matériels médicaux. Concernant l'hygiène et les soins corporels, quand on parle d'hygiène et des soins corporels, ça peut être des gels hydroalcooliques, gels désinfectants, mais aussi dentifrice. Ça va du dentifrice jusqu'aux soins pour soins des mains en période froid. Enfin, donc c'est vraiment toute une palette de soins d'hygiène et de soins corporels qui ont été envoyés. Et il y a 7 tonnes qui sont réservées dans notre centre de distribution qui va être expédié soit dans les pays frontaliers, que ce soit les pays frontaliers de l'Ukraine, que ce soit principalement la Pologne et la Slovaquie, soit en France, notamment dans le sud-ouest, en Occitanie, auprès des associations qui viennent en aide aux réfugiés. La fondation aussi va débloquer une enveloppe de 100 000 € pour venir en aide donc à ces personnes. Et donc, cette aide sera notamment versée à la Croix-Rouge polonaise et la Croix-Rouge ukrainienne. Et enfin, les collaborateurs ont la possibilité de participer aux actions de solidarité. Tout est mis en œuvre par l'entreprise, notamment ses partenaires associatifs, et particulièrement dans le cadre des Green Mission Days. Ce sont des journées qui sont dédiées notamment au développement durable, et qui permettent justement de mettre en place ce type d'action de solidarité. Donc, je voulais juste faire une petite digression par rapport à ce conflit qui nous touche tous d'une manière plus ou moins directe. J'en reviens donc sur l'impact de Covid-19 sur nos activités. Il faut savoir que le marché pharmaceutique, c'est un secteur qui a été peu affecté. En Suisse, notamment pour la pandémie. En Suisse, vous avez à droite ici, on est à plus 4,4% de croissance en 2021, plus 3% en 2020. Peut-on vraiment parler de crise au niveau du secteur pharmaceutique? Quand on se compare à d'autres secteurs qui ont été affectés terriblement, il y a une croissance en valeur.
En unité, c'est une légère régression à moins 2% en 2020 et une légère régression en moins 0,6. Mais quand on voit ces chiffres-là, avec une croissance en valeur, on se dit que y a-t-il vraiment une crise? Il n'y a pas vraiment eu de crise. Là où c'est un peu plus compliqué, on a parlé de crise, de pandémie de Covid-19, mais peut-être qu'il y a une pandémie qui nous attend au niveau de l'oncologie, au niveau des cancers. Il y a un report significatif en termes de diagnostic. Sur la vague 5, quand on interroge les spécialistes en oncologie, c'est 67% de diagnostics en moins, notamment liés à des screenings qui sont décalés. En termes d'imaging, donc des IRM, des échographies qui sont décalées, voire des radiographies qui sont décalées. Les biopsies qui, là aussi, retard en termes de biopsies. Et enfin, des biomarqueurs aussi qui n'ont pas été pris en compte. Et quand on regarde les types de cancers qui sont impactés, c'est notamment le cancer du sein, le colorectal et le cancer du poumon. Donc, une étude, c'est des données de IQVIA, qui est une société de market research, toute l'industrie pharmaceutique, une des plus importantes au sein de l'industrie pharmaceutique. Donc là aussi, c'est vraiment, je dirais que l'impact Covid sur les patients qui ont ce type de pathologie, peut-être que nous sommes devant une pandémie à ce niveau-là aussi. Ce qui nous a posé, nous, le plus de problèmes, c'est l'accès aux professionnels de santé, healthcare professionals, pour HCP, c'est les professionnels de santé, notamment l'accès aux médecins. Et l'on voit ici le top 4 européen plus UK, 100% d'accès. Désolé, ici, c'est le troisième trimestre 2019, troisième trimestre 2020, troisième trimestre 2021. Et on voit bien que en 2021, l'accès aux médecins avant période de Covid a diminué donc de 37%. 37%, où on a ici un face-face qui est quasiment à 100%, et le face-face est à 77%. Alors peut-être là aussi, on se dit, bon, en fait, c'est ce qu'on s'est dit aussi au niveau de Pierre Fabre, on va pouvoir utiliser Zoom, Teams pour pouvoir communiquer. En fait, ce n'est pas le cas. On est à 7% sur de l'interaction remote. Donc, c'est très faible par rapport, et d'ailleurs d'autres pays aussi, c'est assez faible. Il y a juste l'Angleterre qui a aussi réussi un peu se substituer le face-face en mettant en place soit du live detailing, soit du téléphone. Mais ceci dit, pour nous, le téléphone est quand même, notamment quand vous êtes en lancement de produits, il est important d'avoir le face-face afin de pouvoir sur une promotion et de pouvoir informer les médecins. Donc, notre souci vraiment maintenant sur l'activité, c'est vraiment d'avoir accès à ces healthcare professionals. Et peut-être juste aussi encore pour mentionner, c'est un comparatif ici entre des lancements qui ont été faits le premier semestre 2020, deuxième semestre 2020 et puis sur le premier trimestre 2021, avec 6 mois de chiffres en termes de lancement. On voit bien que dans le primary care, les specialty care, notamment l'oncologie, excepté les orphan drugs, mais il y a peut-être un biais au niveau de l'analyse. Tous les lancements, ils ont un retard lorsqu'on est benchmarké avec des lancements qui ont eu lieu avant période Covid, sur des lancements significatifs de quasiment moins 40%, moins 60%, moins 40%. Là, et pareil pour le specialty care, on est entre 30 et 60% en moins. Et notamment lié au fait que vous avez l'interaction notamment avec les healthcare professionals qui est diminuée, le fait qu'on a une tendance à prescrire des produits lorsqu'on n'a pas de face-face, c'est très difficile de pouvoir être informé. Et puis le fait que les professionnels de santé étaient peut-être moins enclins à changer et à utiliser de nouveaux traitements. Ceci dit, encore une fois, par rapport au lancement que nous avons eu, on s'en est plutôt bien sorti, et je l'ai expliqué tout à l'heure aussi à Romain. Sur la zone d'art, nous avions 40 millions de chiffre d'affaires en 2018.
nous en sommes à 150. On a une forte croissance de la top line, avec notamment des lancements en période de Covid, tout en tenant compte de ces paramètres-là. Et puis la bottom line a aussi fortement progressé. Donc on ne peut pas se plaindre à ce niveau-là. Concernant les facteurs clés du pilotage en temps de crise, alors ce qui était important, c'est d'une part, c'est d'être agile en termes de diagnostic et de mise en place des plans d'action. Alors, agile en termes de diagnostic, c'est à partir du moment où on sait qu'on se trouve devant une pandémie, nous avons très rapidement mis en place les mesures de sécurité. On a anticipé les plans d'action mis en place par les autorités, notamment avec l'achat très rapidement de masques, de gel hydroalcoolique, parce que nous ne produisions pas, avant que l'on produise nos propres gels hydroalcooliques au sein du groupe, de visières, la mise en place de règles strictes de distance, voire de home office. Et nous avions, donc c'est vraiment dans l'anticipation, lorsqu'on est, il faut une agilité en termes de diagnostic et de mise en place du plan d'action. Ce qui était important, c'est aussi de réussir sa communication externe, mais je dirais même plus vers l'interne. Dès les premiers jours de la pandémie, lorsque les autorités ont communiqué sur le fait qu'on allait au-devant de règles sanitaires très strictes, il était important toutes les semaines, nous avons mis en place une communication spécialement sur le Covid. Et donc, c'était de rassurer, d'expliquer, de valoriser aussi les actions qui ont été mises en place et puis surtout d'encourager. Et de manière à garder les équipes motivées sur les lancements tels que je l'ai cité précédemment. Et enfin, de garantir le monitoring, je reviendrai sur cet aspect-là juste tout à l'heure, et peut-être même de réinventer, voire d'inventer de nouveaux business models. Je vais prendre comme exemple notamment l'accès justement à ces healthcare professionals, le plan d'action pour juste stimuler cet accès, reposer sur notamment d'utiliser ce qu'on appelle l'omnicanalité ou l'omnichannel. On était habitué en période avant Covid, c'est de faire du face-face avec les médecins. Là, il fallait trouver d'autres moyens, notamment à travers la digitalisation et de renforcer tout ce qui est service patient directement, notamment avec du disease management. Et peut-être pour illustrer cet aspect digitalisation, un point dont nous sommes assez fiers, puisque on a mis en place la réalité virtuelle, notamment sur des advisory boards, où chacun avait son avatar, donc chaque participant a son avatar. On peut, dans ce cas-là, rentrer dans une salle avec différents post-pairs, des explications, voire échanger, donc en faisant parvenir des accessoires de réalité virtuelle à l'ensemble des participants. Ça a été fait vis-à-vis donc du corps médical, mais ça a été fait aussi en interne. On a travaillé sur la réalité virtuelle pour mettre en place, travailler sur les process, la communication, les clients et la technique. Et ce sujet, c'est assez intéressant parce que j'avais mis en place un workshop pas uniquement sur l'aspect marketing, le côté créatif, mais sur l'ensemble des structures. Et c'est que ce soit les finances, les ressources humaines, les achats, le customer service. Et l'objectif était de définir justement de nouveaux outils de communication. Et c'est le département HR qui est venu avec l'idée d'utiliser la réalité virtuelle. Donc, comme quoi, ce n'est pas toujours le marketing qui va trouver les aspects sur la promotion, c'est aussi d'avoir une équipe soudée, matricielle, qui travaille sur le même objectif. Et peut-être sur le dernier point, je l'avais cité, c'est dans le monitoring. Alors, on a fait une analyse Glint, c'est une plateforme de 360 de retour d'engagement, notamment au niveau des équipes. Et ça a été fait un an après
un an après la période de la pandémie, c'est-à-dire en mars, mars 2021. Et mars 2021, donc cette analyse 360 sur notamment, et là c'est les résultats de la zone d'art, elle est comparée par rapport à l'entreprise. En termes de gestion du Covid, nous étions à 89 sur une échelle de 100, donc un plus 9 par rapport à la question qui avait été, mon manager a su s'adapter, son management lors de la période de Covid. Donc c'est un score assez élevé. Et sur la zone d'art, nous étions même plus élevés que l'entreprise, la moyenne du score de l'entreprise. Et ce qui était à relever, c'est en termes de perspective, et je crois que c'est important en période de crise, c'est de croire, toujours de faire maintenir le fait qu'il y a des perspectives. Donc, avoir une équipe soudée qui a les objectifs en tête. Donc, je suis enthousiaste quant à l'avenir de Pierre Fabre. On a eu un très bon score aussi, avec 13 points au-dessus par rapport à la moyenne de l'entreprise. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis, ce qui était important aussi, c'est la confiance dans la gestion locale. J'ai confiance dans ma direction de site, filiale, business unit, business partner, pour nous conduire au succès. Donc, je crois que c'était important de maintenir cette dynamique et en période de crise, de garder cette cohésion. Et comme je le dis souvent, c'est de maintenir ce feu sacré. Et ça, on arrive à le faire si vraiment la communication est fortement maîtrisée et par rapport aux paramètres que j'ai cités précédemment. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Et donc, je suis bien sûr ouvert à tout échange, mais je vais rendre la parole tout d'abord à Romain.